Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on est avec Jean-Charles Juster et on va parler d'histoire du karaté. Ce dont on va discuter aujourd'hui, c'est de l'origine du karaté et en fait de l'objectif du karaté en tant que discipline enseignée à Okinawa. Et on est avec Jean-Charles Juster. Bonjour Jean-Charles. Bonjour, ravi de vous retrouver. Alors Jean-Charles, aujourd'hui on va discuter donc de l'histoire du karaté et on va essayer de démonter un peu un mythe qui est persistant en France. C'est un mythe qui prétend que le karaté, c'est un art qui est fait pour être utilisé sur les champs de bataille ou dans des combats de rue, ce genre de choses. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner en introduction quelques éléments sur les sources qui parlent de l'origine du karaté et éventuellement des buts du karaté chez les différents maîtres? À l'origine du karaté, c'est toujours pareil. On avait comme ça au XXe siècle quelqu'un comme Nagamine Shōshin qui se fondait un peu sur une histoire orale, qui avait beaucoup circulé à Tomari, Nara, Shuli un peu aussi puisque il avait fréquenté Kiang. Et il avait comme ça pris des notes un peu sur cette histoire du karaté et c'est lui qui a commencé à faire des livres, on va dire, dans les années 70. Ce qui est dommage, c'est qu'en fait, ça c'est Motobu Naoki qui le dit et je pense qu'il a raison, c'est qu'en fait ces notes avaient brûlé pendant la guerre et qu'il a un peu fait cette histoire du karaté de mémoire, donc qu'il y a beaucoup de choses qui sont un peu défaillantes. D'accord. Ensuite, ces livres, ou plutôt son livre, a été traduit en anglais. Et il est arrivé en France, c'était Très Daniel, je crois qu'il l'avait traduit, enfin qu'il l'avait édité. Ouais. Donc il y a eu déjà des petits soucis au niveau de l'histoire, on va dire, du karaté. Sinon, en source première, il y a des choses, par exemple, comme les notes d'Oshima. Donc en japonais c'est Oshima Shiki, où on nous parle comme ça qu'il y avait un bateau avec des gens de Ryukyu qui s'était échoué dans un petit village portuaire du Shikoku. Donc Shikoku c'est cette petite île, c'est la plus petite île des 4 îles japonaises là qui donne en plein sur le Pacifique. Un samouraï, donc un fonctionnaire de fief, avait donc observé ce que ces gens faisaient et parmi eux il y en avait un qui pratiquait le karaté, donc voilà, il a noté ça. Il y a aussi les Chinois, quand ils venaient, les émissaires chinois, donc quand ils venaient au royaume des Ryukyu, ils notaient aussi des choses comme ça sur le karaté. Mais voilà, on n'a rien de réellement de très consistant. D'accord. Et en ce qui concerne les textes des maîtres fondateurs, comme Soko Matsumura ou Anko Itosu. Et donc voilà, après un peu plus près de nous, mais ça mine de rien, c'est 1900. Qui parle de choses un peu de 1880, oui, 1870, mais voilà, disons en gros c'est 1900. Il n'y a pas vraiment de choses, par exemple, ce que Matsumura a écrit, là, son fameux rouleau, ça traite pas vraiment de l'histoire, il commente juste. En gros, déjà, c'était quelque chose qui n'était pas censé être publié, puisque c'était un cadeau qu'il faisait à son disciple Kuwai. Donc c'est plutôt quelque chose pour l'encourager à pratiquer, à suivre le voie juste, on pourrait dire. Donc il n'y a pas vraiment d'éléments, c'est vraiment à partir de Funakoshi, donc Funakoshi 1922, Motobu 1926, que là il y a quand même donc des experts okinawanais qui ont commencé à écrire, soit parce qu'ils avaient eu accès, on peut dire, à des sources privées, soit tout simplement ils se contentaient de rapporter la tradition orale. Avec bien entendu les réserves qu'il faut apporter, parce que la tradition orale, moi je suis pas de ceux, de toute façon, de par ma formation, qui critiquent comme ça l'histoire orale, mais parfois ça peut aussi, ça peut prendre une mauvaise tangente, mais bon, c'est pareil pour l'histoire écrite aussi. Voilà, on va dire que 100 ans après, puisqu'on est en 1922, on est toujours un peu dans le flou. Il y a vraiment des choses qu'il faudrait faire. Par exemple, on commence seulement maintenant à savoir que ce que Funakoshi nous avait dit, que le karaté doit son développement parce qu'il n'y avait plus d'armes, c'est-à-dire des sabres, des flèches, des arcs au royaume des Ryukyu. Donc, parce qu'il y avait plus d'armes au royaume des Ryukyu, c'est pour ça que le combat à main nue s'est développé. Bah non, pas de peau en fait. Les armes, il y en avait. C'est juste qu'elles étaient contrôlées, mais elles n'étaient pas interdites. Alors en plus, il citait le fameux Napoléon qui avait rapporté là quand il était en exil à Sainte-Hélène, qu'il avait dit à un visiteur anglais, ou que le visiteur anglais avait dit à Napoléon, bref, qu'il y avait comme ça un petit royaume perdu. Alors bien sûr, c'est bien, ça, voilà, tout de suite, ça, voilà, un petit royaume perdu comme ça par là dans le Pacifique.
magnifique où les gens étaient tellement bons qu'il n'y avait pas d'armes. Donc, et ça a eu la peau dure pendant très longtemps. On pensait qu'il n'y avait pas d'armes au Ryukyu. Donc, ils avaient que leurs pauvres petites mains et puis leurs pieds. Alors, c'est sûr, pour la promotion du karaté, c'était bien. Mais les historiens actuels constatent que c'était pas ça, quoi. Oui, c'est vrai qu'en France, on a énormément d'ouvrages qui vantent le mérite du karaté en disant que historiquement, ça s'est développé parce que les armes étaient interdites et que les gens étaient obligés de se battre à main nue. Oui, voilà. Il faut être réaliste. Mais quoi. Ça remonte loin, ça remonte parce que Funakoshi l'a dit. Et pourquoi Funakoshi l'a dit? Parce que je suis en train de faire un bouquin là-dessus de toute façon sur les études okinawanaises, parce qu'on va dire le père des études okinawanaises modernes, Iha Fuyu, a comme ça écrit qu'en effet, il n'y avait pas d'armes au Ryukyu. Et est-ce qu'il s'agit d'une mauvaise traduction d'un ancien texte? Parce que sur quelle source il se fonde? Qui ça? Funakoshi ou Iha? Non, Iha. Eh ben, il fait en fait ce qu'on faisait aussi nous en Europe, hein, ce que faisaient tous les Fraser, les Dumézil. C'est un peu leur intuition en fait. Ouais. Ils ont entendu des choses, ils essayent de faire une histoire où il n'y a pas d'histoire. Enfin, vous êtes historien, vous le savez mieux que moi. Donc comme ça, ils ont une intuition. C'est des gens qui passent un peu leur temps en plus dans des bibliothèques, donc ils n'ont pas trop en plus l'expérience du terrain, le point de vue vraiment des gens. Donc Iha avait comme ça, il écrit des choses. De toute façon, c'est comme ça. On va dire, c'est le destin de toute science. On dit à un moment quelque chose qui n'est pas vrai, et c'est aux générations futures de le corriger, parce que c'est comme ça. Ça s'appelle. On nous parle de progrès à longueur de temps, le progrès scientifique, ça existe aussi. Est-ce qu'il y a des textes, à part ceux de Gishin Funakoshi, qui traitent de l'objectif du karaté? Je crois que Matsumura en parle, et Anko Itosu aussi. Par exemple, Matsumura, il a une vision un peu confucéenne, alors que Anko Itosu, pas trop. Itosu, lui, oui, son texte, là, où il développe ses 10 points, en 1908, clairement, on a déjà passé un cap. C'est lui, il considère le karaté comme une éducation. Donc, en effet, il expose qu'il faut bien servir son pays, mais tout ça, c'est aussi du confucianisme. Hein. Moi, de toute façon, que ce soit Matsumura ou que ce soit Itosu, et n'importe qui dans cette zone à cette époque était de toute façon marqué un peu par la pensée confucéenne. Hein. Oui, tout à fait. Et Matsumura, pareil, oui, il nous parle des 7 vertus. Et dedans, c'est pareil, il y a aussi, de mémoire, à un moment, il faut pacifier le pays pour que le peuple prospère. Mais ça, ça, c'est les canons chinois depuis des milliers d'années. Oui, c'est vrai. Et est-ce qu'il y a... parce que moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est le mythe du karaté qui est fait vraiment pour se battre dans la rue ou à la guerre. Est-ce que vous pensez que c'est un fondement historique chez les maîtres ou est-ce que c'est vraiment un mythe? Alors, il y a un premier souci, et ça, même les japono-okinawanais, même encore maintenant, ils veulent pas comprendre. C'est que en japonais, on a le terme bushi, qui s'écrit avec 2 caractères, en gros, l'homme de guerre, quoi. Ou l'homme de combat, ça dépend comment est-ce qu'on interprète. Mais souvent, bu, c'est quand même ce qui est militaire. Ces 2 caractères existent aussi en okinawanais. Mais ils se prononcent plus bushi. Déjà, il faut oublier. C'est busa. Si vous êtes à d'autres endroits, c'est busha. Et ils désignent pas du tout ces hommes, ces professionnels de la guerre qui après, sont devenus des fonctionnaires. Bref, ça, c'est l'époque d'Edo. Ça désigne tout simplement des gens qui ont un talent, qui sont doués dans les arts martiaux. Donc le karaté en particulier. D'accord. Ah oui, c'est très différent. C'est pas des gens qui font la guerre. Parce que de toute façon, il n'y avait pas de guerre à Okinawa depuis les 3 royaumes, on va dire depuis 1400 et quelques. Après, il y a eu l'invasion de Satsuma, mais c'était pas vraiment une guerre. Apparemment, ça a été plié vite fait. Enfin, ça pourrait être une bataille, on pourrait dire ça, mais c'est pas une guerre. Enfin, il faut que les gens comprennent. Enfin, en ce moment, on a ça sous le nez. Une guerre, ça dure. Ça implique, tout un conditionnement du pays, des gens. C'est pas juste, il y a des navires japonais qui débarquent et puis qui font route vers le sud, qui arrivent au château de Shuri, qui disent si vous vous rendez pas, on casse tout et puis c'est fini. Mais donc il y avait plus de guerre à Okinawa depuis l'unification du royaume, mais c'est comme ça partout. C'est pareil, une fois qu'un royaume est unifié, le pouvoir fait en sorte qu'il y ait plus de troubles, qu'il y ait plus de guerre dans le pays.
Alors après, bien sûr, il y a comme ça, il y a des petites saillies de violence. Alors oui, l'invasion de Satsuma. Ensuite, il y a des Okinawanais, on l'a dit dans une vidéo précédente, qui étaient dans l'armée japonaise, qui sont partis faire la guerre contre les Russes. Mais en gros, c'est les seuls épisodes de violence réellement, enfin de guerre, qu'ont connu les Okinawanais. Oui, d'ailleurs, c'est intéressant ce que vous dites, parce que les gens ont du mal à comprendre, j'ai l'impression, parce que les mythes sur le karaté guerrier sont très profondément ancrés en France. Et ils ont du mal à comprendre que le contexte, ça a vraiment une importance quand un art martial émerge. Et en fait, le karaté, il a émergé dans un contexte très très pacifique. Et comme beaucoup d'arts martiaux aussi, en fait, quand on regarde les écoles de sabre japonaises, le jujutsu, ça s'est développé à l'époque d'Edo. L'époque d'Edo, dans le monde de l'historiographie, on appelle ça la Pax Tokugawa. Donc c'est pareil, généralement les périodes de paix sont un peu favorables au développement d'écoles de combat, en tout cas on va dire à leur ramification et à leur multiplication. Oui. Aussi à leur mise en avant théorique. Ouais. Oui, donc au moment où le karaté apparaît, vers les années 1800-1900, les gens sont pacifiés depuis extrêmement longtemps. Voilà quoi. D'où ma question, est-ce que le karaté a vraiment été créé pour être utilisé dans des situations de combat réels? Ou est-ce que de combat, oui, si on admet qu'être policier, avoir des ennuis avec même un criminel en face de soi qui peut être armé et ben comme partout, hein, le criminel il veut s'en aller, donc si pour ça il faut tuer le policier, ben il le fait. Donc protéger sa vie, oui. Bien sûr, protéger des biens, hein, puisque on le sait, si le karaté s'est aussi développé à Shuri, c'est qu'il y a une raison. Shuri, c'était là où on fabriquait ce fameux alcool distillé, l'awamori, fabriqué avec du riz. Alors le riz à Okinawa comme au Japon, c'était de la monnaie, hein, ça avait une très grosse valeur. Donc fallait garder ces rizières, fallait garder ces j'allais dire des silos, fallait garder ces greniers à riz. Et ben, qu'est-ce qu'on mettait? Des gens formés au combat. Mais combat n'est pas guerre. D'accord. Oui, donc c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup de gens qui sont intéressés. Ben, moi-même, je suis intéressé par la formation des gardes du château de Shuri. On sait que Soko de Matsumura était l'un d'eux, mais on ne sait pas exactement quelle formation ils avaient. Est-ce qu'ils vraiment ils pratiquaient les arts martiaux du matin au soir, ou est-ce qu'ils avaient une formation succincte? Ça, moi personnellement, j'en sais rien. Oui, très difficile. Si c'était des personnes dont c'était la profession, bah, on peut penser que quand même, même les soldats de maintenant, quand vous êtes dans la Légion étrangère, quand il n'y a rien à faire, bah, vous vous entraînez, vous ne restez pas à jouer à la PlayStation. Ouais. Donc eux, on peut penser qu'ils passaient quand même plusieurs heures par jour aussi à pratiquer. Après, ils faisaient d'autres choses, peut-être qu'ils faisaient un peu de poésie. Est-ce que les arts de combat à main nue, représentaient la majorité de leur entraînement? Moi, je pense que c'est plutôt le maniement des armes, non? Bah, déjà, c'est quelle arme? En fait, c'est tout simplement, c'était des sabres. Hein. Il y avait peut-être du bâton aussi, voilà, mais sinon, tout ce qui est sai, tonquoi, tout ça, il faut oublier. Donc, bien entendu, qu'ils pratiquaient les armes. Enfin, je veux dire, c'est pareil, et sans doute le tir à l'arc aussi. Voilà, c'était des gens qui étaient formés au combat. Voilà. Je sais pas, c'est comme maintenant, tous ces experts de défense personnelle, là, les Frank Ropers et compagnie, c'est pas pour ça que c'est des militaires. C'est juste des personnes qui ont une qualification de spécialité dans la défense personnelle. La défense personnelle n'est pas la guerre, c'est pas la même chose. Oui, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'en France, les experts de self-défense, enfin experts, bon, j'ai un avis très personnel sur la question, mais bon, ils utilisent souvent des termes pour vendre leurs vidéos, ils utilisent souvent des termes du genre c'est la guerre, des termes très forts, très durs, alors que bon, c'est de la défense personnelle, quoi. Et justement, en karaté, il y a un peu le même phénomène. C'est-à-dire qu'on retrouve des maîtres de karaté qui nous parlent du Kakuto Bugei, du fait que le karaté c'était fait pour faire la guerre, etc. Oui, ça c'est Play, ça. Oui, ça c'est Play qui a trop fréquenté les Japonais et puis qui comprenaient pas. Parce que bon, d'un autre côté, ça c'est aussi à leur décharge à toutes ces personnes là qui pensaient appliquer le filtre, on va dire japonais Yamato au monde Ryukyu, c'est qu'ils savaient pas en fait que c'était différent. Parce que de toute façon, les Japonais qui leur expliquaient tout ça dans un anglais sans doute un peu approximatif, et puis bon, quand on connaît le niveau en anglais des Français, voilà, il devait pas y avoir des discussions très très profondes. Les Japonais non plus ne connaissent pas.
Allez là maintenant n'importe où, à Tokyo, à Osaka, demandez à des Japonais c'est quoi les Ryukyu, c'est quoi Okinawa, ils ne savent pas. Ouais. Pour quelle raison un enseignant de karaté japonais, donc JK, en 1973, l'aurait mieux su? Alors qu'il n'y avait pas tous ces médias, il n'y avait pas des vidéos YouTube où on nous montre tiens, le château de Chuli c'est comme ça, tiens, à Okinawa on mange ça. En dépit de ça, les Japonais maintenant ne connaissent pas Okinawa. Donc pourquoi il y a 30-40 ans, est-ce qu'ils l'auraient mieux connu? Mais ils ne connaissaient pas. Donc il simplifiait, il disait aux Habersetzer, aux Play, tout ça. Oui, nous on vient du monde des guerriers, ce qui n'est pas vrai non plus. Hein. La société japonaise, les samouraïs, les bushi, c'était une toute petite caste. Donc dire que le peuple japonais vient de la petite caste, non, c'est pas vrai. Ça, c'est comme le fameux Bushido, là, ce fameux texte de propagande écrit en anglais. Ça aussi, c'est une vaste blague. Oui, c'est-à-dire que il faut reconnaître qu'il y a, dans ce mysticisme autour des buts du karaté, il faut reconnaître qu'il y a deux acteurs majeurs. En fait, en premier lieu, il y a les Japonais eux-mêmes. Quand ils ont dû vendre le karaté aux Occidentaux, ils leur ont fait croire que c'était la meilleure chose, qui venait des champs de bataille, etc. À leur décharge, je ne sais pas s'ils ont fait croire. Peut-être qu'ils étaient de bonne foi. Hein. Ah, peut-être qu'ils croyaient eux-mêmes, vous pensez? Je vous le dis, quand on n'a pas les connaissances, on dit quelque chose, mais on ne sait pas qu'on raconte des bêtises. Oui, mais certains avaient connu la guerre quand même. Donc, ils se rendent bien compte que ça n'a aucun intérêt, le karaté, pour la guerre. Oui et non. L'école de Nakano, c'était un peu, on va dire, cette espèce de formation entre béret et vert et je sais pas, agent secret. Qu'est-ce qu'on enseignait comme art martial à cette école de Nakano? C'était du karaté Shotokan, c'était Egami. Hein. D'accord. Oui, donc il y avait un peu de karaté dans l'armée quand même. Mais c'est pareil en fait. Moi, je pense que c'était un endoctrinement psychologique en fait, surtout je pense le karaté. Oui, et puis c'était utilisé certainement comme méthode de conditionnement physique. Aussi, voilà. Mais sinon, les soldats, ils avaient leurs baïonnettes et puis leurs grenades. Pour revenir à cet objectif du karaté, je voudrais vous demander quelque chose. D'après Gishin Funakoshi, on le sait puisqu'il a écrit les 20 préceptes du karaté, le karaté est avant tout un art martial qui est au service de l'équité, c'est-à-dire c'est quelque chose d'assez philosophique pour lui. C'est pas vraiment fait pour le combat. D'ailleurs, il était plus ou moins opposé à l'application du karaté en combat. Par contre, d'après Motobu, c'est très différent. On sait que Motobu, il avait plutôt tendance à vouloir démontrer ses capacités grâce au karaté. Est-ce que vous pensez que, originellement, le but du karaté, il servait au combat de rue ou à la self-défense, ou que c'était plutôt quelque chose d'éducatif à destination des jeunes nobles à Okinawa? Ça dépend en fait du niveau de noblesse, donc du grade, on va dire, des parents de ce jeune de Chuli. Si vraiment si c'était un prince ou on va dire un seigneur de haut rang, on lui apprenait un karaté plus parce que c'était comme ça, mais c'était pareil au Japon, c'était pareil aussi en Chine. Ça faisait partie de l'éducation au même titre que l'équitation, que la poésie, que la musique, que la danse. Oui. Par exemple, Matsumura aussi enseignait les arts martiaux au roi. D'accord, ça je savais pas. Mais le roi, je pense pas qu'il s'amusait. C'est possible, hein. Peut-être pas Shotai, mais son père. Peut-être qu'il allait s'encanailler le soir, je sais pas, dans des quartiers un peu louches. Et peut-être qu'il avait besoin aussi de savoir réellement se défendre. Je sais pas. Mais normalement, quand même, quand on est roi, on aura des gardes du corps qui eux-mêmes sont entre guillemets gardés par la garde du palais. Et encore avant, il y a encore des espèces de gardiens qui sont vraiment juste là à la porte. Donc avant que le roi puisse utiliser ses arts martiaux, il va quand même se passer des choses. Donc je pense pas qu'on lui apprenait un art martial, un karaté, un 2D, réellement on va dire réellement agonistique, réellement lié au combat. Si on était un jeune, parce que déjà le père était gardien de ce que je disais tout à l'heure, de ces greniers haris, de ces rizières, et qu'il y a des chances que lui aussi il allait devenir comme ça gardien, je pense que oui, on lui apprenait quand même à combattre, à casser des mâchoires avec son coup de poing, quoi. En fait, le but du karaté, contrairement à ce qui est souvent dit, ça dépendait pas tant que ça du style ou du maître, plutôt que de la personne elle-même. C'est-à-dire qu'un jeune noble de haut rang allait plutôt apprendre un karaté qui faisait effectivement partie de sa formation culturelle et martiale. Par contre, quelqu'un de plus basse condition allait peut-être apprendre un karaté plus utile, disons. Je pense plus
pratique, plus pragmatique. Oui, je pense. Je pense. Pareil, si on était dans la police, si on était amené, puisqu'il y avait aussi des nobles qui faisaient du commerce, hein, qui partaient sur les bateaux, donc avaient des soucis avec les pirates. Donc forcément, là, ces personnes aussi, leur pratique était tournée, on va dire, sur le pragmatisme. Ok. D'ailleurs, je crois qu'Harry Cook en parle de cette période pendant laquelle les Wako, les pirates, étaient assez virulents. Et il parle effectivement, dans son bouquin, de l'importance des arts martiaux pour lutter contre les pirates, en particulier, non pas à Okinawa, mais dans le Fujian. Parce que les gens du Fujian avaient apparemment fort affaire avec les pirates. Est-ce que vous pensez que c'est effectivement des méthodes qu'on a pu développer pour combattre les pirates ? Je pense, hein. De toute façon, toute cette zone, hein, on va dire toute cette zone de la mer de Chine, même encore maintenant, hein, la mer de Chine, il y a des problèmes. Voilà, je pense que c'était obligé, si on était sur des bateaux, bah, c'était un peu comme en France aussi, hein. On partait dans la mer des Caraïbes ou je sais pas, quand on s'approchait de la Méditerranée, il y avait de la piraterie. Et pour en revenir au karaté originel, moi j'ai l'impression, mais c'est peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que originellement, le karaté était très peu fait pour combattre en fait. Puisqu'il a essentiellement été enseigné à des jeunes nobles, c'était plutôt ce dont on a parlé, c'est-à-dire ça faisait partie de leur formation de nobles, quoi. Par contre, il y a eu une période juste après Funakoshi, quand les jeunes se sont mis à vraiment faire de la compétition au sein des universités, où là le karaté est devenu un art de combat, mais un art de combat compétitif en quelque sorte. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est ça, bah, c'est l'évolution du karaté. Moi, je serais différent de vous. En fait, il faudrait savoir réellement la proportion de ces nobles de haut rang qui faisaient du karaté. Parce que par définition, s'ils étaient de haut rang, ils étaient en haut de la pyramide, donc ils étaient moins nombreux que les nobles intermédiaires. Moi, je pense fondamentalement, le karaté, c'est quand même de l'autodéfense, qui peut être édulcoré. Parce que voilà, si on est un prince, bah, c'est pas super si on a le nez cassé, quoi. Oui, tout à fait. Mais fondamentalement, c'est de l'autodéfense. Après, on est passé comme ça, ce cap 20e siècle, c'est arrivé plus, mais déjà avant aussi, de toute façon, même, on va dire, ces nobles, bah, ils faisaient aussi du karaté tout simplement pour s'entretenir, pour être en bonne santé. Donc c'est de l'éducation physique. L'éducation physique, c'était ça aussi, hein. C'était un corps sain dans un esprit sain, non? Toutes ces méthodes suédoises, les choses comme ça. Quand on a commencé à faire de l'éducation physique aussi, nous, début 20e, c'était pareil. Et est-ce que le karaté qu'on pratique de nos jours, il a encore dans ses techniques des fondements véritablement qui viennent de l'autodéfense tel que c'était pratiqué? Techniquement, ça a tellement évolué entre le moment où c'est passé à Okinawa jusqu'au Japon que en fait, bah, surtout en Shotokan en fait, hein, que en fait les racines okinawayennes, elles sont vraiment édulcorées, quoi. Ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. On a un peu toujours tendance à charger Funakoshi et ceux qui l'ont suivi. Oh, les méchants, ils ont changé le karaté. Mais on n'a pas eu besoin de Funakoshi et de ces universitaires tokyoïtes pour que le karaté perde de son aspect, on va dire, combatif. Il y a quelque chose qui s'appelle le Gakko karaté. Gakko, c'est l'école. Donc, le karaté des écoles, c'est ce qu'a instauré Itosu. Dès 1910-1915, le pli était pris. Les jeunes faisaient des katas, ils répétaient des séries de coups de poing, mais il y avait de fortes chances qu'ils fassent jamais déjà de la pratique à deux. Ne parlons même pas du combat. Mais ça, c'était aussi ce qu'on disait dans une vidéo d'avant. C'est est-ce qu'on parle de cet enseignement de masse, où en effet on fait de la gym, ou est-ce qu'on parle quand même, il y avait des gens qui allaient chez Itosu, comme Motobu, comme son frère, ou plutôt c'est Motobu qui allait chez eux. Pardon, c'est Itosu qui allait chez les Motobu et qui leur enseignait des choses un peu plus, on va dire, pragmatiques. Mais c'est toujours pareil, est-ce qu'on parle donc de cette chose de masse, de cet enseignement de masse, donc le Gakko karaté, avec un enseignant qui était le même, mais c'est selon les situations que c'est différent. Yabu, c'est pareil. Yabu Kentsu, qui est pourtant, on dit, c'est le seul qui aurait battu Motobu. Il était enseignant à l'école normale, il était enseignant, je sais plus si c'était l'école primaire ou le collège. Donc, il devait en fait faire des trucs pas super folichonnes, hein. Enfin, il devait enseigner des choses pas super folichonnes, mais ça, c'est parce que c'était l'enseignement de masse. Lui, sa pratique et ce qu'il enseignait aux gens qu'il choisissait, à mon avis, c'était différent.
Oui, donc ça rejoint effectivement ce qu'on avait dit dans une vidéo précédente, c'est-à-dire que le karaté ne dépend pas tant que ça de son contexte historique, le karaté dans sa forme, mais de son contexte d'enseignement. C'est-à-dire, est-ce qu'on enseigne dans une école à 10 ou 20 personnes en même temps, ou est-ce qu'on enseigne face à face à un seul élève, et là on peut lui montrer des techniques un peu plus pragmatiques. C'est des choix. C'est des caractères, c'est des réflexions, c'est des personnes qui disent « Ah, dans ce cas-là, c'est peut-être mieux si je vais enseigner ça. » Voilà, de toute façon, c'est toujours comme ça. Même encore après la guerre, de toute façon, même les maîtres okinawanais, ils étaient inquiets. Ils essayaient vraiment de sonder l'élève, donc peut-être le futur disciple, ils disaient de sonder son cœur pour voir si il était vraiment de valeur pour recevoir le vrai enseignement et pas seulement faire Genambala et puis des coups de pied et puis des coups de poing. Puis d'ailleurs, ça explique aussi en partie pourquoi certains maîtres ne sont pas d'accord sur l'enseignement des anciens maîtres. Par exemple, plusieurs personnes ayant reçu l'enseignement d'Anko Itosu ne disent pas la même chose à propos d'Anko Itosu, parce que l'un a reçu son enseignement alors qu'il était élève à l'école, et l'autre a reçu son enseignement alors qu'ils étaient face à face de disciple à maître, et donc ils n'ont pas la même vision de la même personne, du même professeur. Et puis aussi, à quelle époque, c'est toujours pareil. Si on reçoit l'enseignement d'Itosu en 1880 ou en 1905, oui, c'est beaucoup 25 ans. Hein. Oui, ça explique aussi pourquoi le Shotokan a évolué de diverses façons dans diverses universités. Les gens qui recevaient l'enseignement de Funakoshi ou de son fils Igo à différents moments n'ont pas forcément reçu un enseignement équivalent, que ce soit en termes techniques ou en termes pratiques, quoi. D'accord. Bon, on va conclure. Déjà, merci d'avoir répondu à mes questions, parce que c'est toujours bon d'être éclairé par un spécialiste. Avec plaisir. Je vous remercie Jean-Charles, et puis je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt.